Mon nom est Pénélope Ward. J'ai 35 ans. Et la nuit où ma famille a enfin posé sur moi un regard signifiant que je comptais a été la même nuit où ils avaient déjà décidé que je ne valais pas la peine qu'ils se déplacent. Quelques heures avant la cérémonie, je fixais notre groupe de discussion familiale, le pouce suspendu au-dessus de l'écran, me disant de ne pas trop réfléchir, de ne pas surinterpréter le silence, de ne pas désirer cela si fort. J'ai tapé, ce soir est une étape immense pour moi. Je reçois une distinction majeure à Washington. J'aimerais vraiment que vous soyez tous là. Pendant un instant, je me suis permis de croire que cette fois-ci serait peut-être différente. Que peut-être, cette fois, ils comprendraient que ce que j'avais bâti, ce que j'avais sacrifié, ce pourquoi je m'étais battu pendant des années était réel. Puis la première réponse est arrivée, rapide et assez tranchante pour me transpercer. Ma sœur a dit qu'il n'avait pas de temps pour mon prix stupide et sans importance. Mon père a répondu par un pouce levé, comme si cela réglait tout. Ma mère a suivi avec un message disant qu'il préférait passer la soirée ensemble autour d'un dîner de famille chaleureux. J'ai lu les 3 messages sans ciller. Pas de colère, pas d'argumentation, pas de supplication. J'ai simplement répondu, compris. Ce seul mot était la chose la plus silencieuse que je leur ai jamais envoyée, et pourtant il portait le poids de chaque déception qui l'avait précédé. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que plus tard cette nuit-là, alors qu'ils seraient confortablement installés à table, le pays entier entendrait mon nom. Les caméras trouveraient mon visage, et cette même famille qui avait méprisé mon plus grand moment le regarderait se dérouler à la télévision nationale dans un silence total. Si vous avez déjà été traité comme la personne la moins importante de votre propre foyer, alors vous savez déjà que cette histoire ne commence pas vraiment à cette table de dîner. Rena Clell a commencé des années plus tôt, dans une famille où l'on attendait toujours de moi que je réussisse discrètement et que je disparaisse tout aussi discrètement ensuite. J'ai grandi à Carmel, dans l'Indiana, dans une maison où tout ce qui brillait semblait graviter autour de ma sœur aînée. Elle était celle qu'il était facile de célébrer, le genre de fille que les gens remarquaient dès qu'elle entrait dans une pièce. Elle était belle de cette manière naturelle, prête pour l'objectif, confiante, drôle quand elle le voulait, et toujours entourée d'une attention qui semblait la suivre comme un parfum. Mes parents nous aimaient toutes les deux, du moins au sens technique du terme. Mais l'amour au sein d'une famille n'arrive pas toujours en proportions égales, et les enfants le savent bien avant que les adultes ne soient prêts à l'admettre. Dans notre maison, Sabrina était l'histoire, et j'étais généralement la note de bas de page utile. Si un professeur louait mes notes, mes parents souriaient et disaient qu'ils étaient fiers. Puis, d'une manière ou d'une autre, la conversation dérivait à nouveau vers la vie sociale de Sabrina, ses projets, ses tenues, sa dernière obsession. Si je gagnais quelque chose à l'école, c'était traité comme un joli petit détail. Si elle était invitée quelque part, cela devenait l'événement de la semaine. J'ai appris tôt qu'il y avait une différence entre être aimé et être vu, et je n'étais pas celle que les gens regardaient vraiment. Alors que d'autres filles de mon âge accrochaient des posters sur leur mur, j'apprenais seul à coder sur un vieil ordinateur portable que j'avais acheté avec l'argent de mes babysitting. J'aimais la logique de la chose, la façon dont les ordinateurs se moquaient de savoir si vous étiez charmante, bruyante ou facile à aimer. Soit quelque chose fonctionnait, soit non. J'ai créé une petite application de planification pour les lycéens avant d'être en âge de conduire. Et quand elle a commencé à être téléchargée par des jeunes en dehors de mon district scolaire, je me souviens avoir descendu mon ordinateur avec cette excitation ridicule dans la poitrine, pensant que ce serait peut-être enfin la chose qui forcerait ma famille à prêter attention. Ma mère à peine levait les yeux, occupée à aider Sabrina à se préparer pour une séance photo. Mon père a dit, c'est bien, chérie, sans poser une seule question. Ma sœur a ri et a dit, tu dois vraiment arrêter d'agir comme si tes petits projets informatiques changeaient le monde. Tout le monde a gloussé comme si elle avait fait une plaisanterie inoffensive. Et je suis restée là, souriante, mon ordinateur entre les mains comme une idiote, jusqu'à ce que je finisse par le remonter à l'étage. Ce genre de choses arrivait si souvent que cela ne me surprenait plus, c'était devenu normal. J'étais celle qui réparait le Wi-Fi quand il tombait en panne. Celle que les professeurs qualifiaient de responsable. Celle que les voisins décrivaient comme mûre. Celle en qui les adultes avaient confiance. Mais rien de tout cela ne s'accompagnait d'enthousiasme, cela s'accompagnait de commodité. J'étais apprécié comme on apprécie un détecteur de fumée, discrètement, brièvement, surtout quand quelque chose ne va pas. Quand j'ai été admise à Stanford avec une bourse qui aurait dû changer l'énergie de toute la maison, la première réaction de ma mère a été de demander si le déménagement interférerait avec l'événement de marque de Sabrina ce week-end-là,
car elle voulait des photos de famille avant mon départ. Lors du dîner ce soir-là, nous avons passé plus de temps à parler du voyage sponsorisé de Sabrina à Miami qu'au fait que je venais de décrocher l'une des plus grandes opportunités de ma vie. Je me souviens être resté assise là à couper un poulet trop cuit, à les écouter planifier ses tenues, et à sentir quelque chose en moi devenir très immobile, pas brisé, pas dramatique, juste immobile. C'est cette nuit-là que j'ai commencé à comprendre que si je voulais une vie qui me ressemble, je devrais la construire loin des gens qui avaient déjà décidé quel rôle j'étais autorisé à jouer. Alors, j'ai quitté l'Indiana avec 2 valises, une bourse et ce genre d'ambition qui ne grandit que chez ceux qui ont passé des années à être sous-estimés dans leur propre foyer. Stanford a été le premier endroit de ma vie où je n'ai pas eu à me diminuer pour que les autres se sentent à l'aise. Pour la première fois, être sérieuse n'était pas une chose dont on se moquait. Être obsédé par la résolution de problèmes n'était pas traité comme un étrange défaut de personnalité. C'était utile là-bas. C'était respecté. J'ai étudié l'ingénierie informatique et les systèmes de données, et j'ai travaillé plus dur que jamais. Pas parce que quelqu'un me poussait, mais parce que je comprenais enfin ce que l'on ressentait dans un endroit où l'effort pouvait réellement se transformer en élan. Tandis que les autres étudiants allaient au match de football et partaient en week-end, je passais de longues nuits dans les laboratoires informatiques à lancer des simulations, nettoyer des données, réparer des modèles défectueux et apprendre des choses qui ne faisaient même pas encore partie de mes cours. J'ai fait des stages, rejoint des équipes de recherche, et appris très vite que le monde extérieur à ma famille était plein de gens qui n'avaient pas besoin que je sois charmante pour me prendre au sérieux. Ils avaient juste besoin que je sois compétente. Et je l'étais. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai déménagé à Denver et pris un poste dans l'analyse des transports, ce qui semble ennuyeux jusqu'à ce que vous réalisiez combien de vies dépendent du bon fonctionnement des routes. La plupart des gens ne pensent pas au système de circulation jusqu'à ce que quelque chose tourne mal, jusqu'à ce qu'une autoroute se bloque pendant une évacuation, jusqu'à ce qu'une tempête frappe plus vite que prévu. Jusqu'à ce qu'une mauvaise décision transforme un ralentissement en catastrophe. Je pensais à ces choses tout le temps. Quelques années plus tard, j'ai aidé à lancer une entreprise spécialisée dans le routage d'urgence prédictif. Et ce travail est finalement devenu le centre de ma vie entière. Nous avons construit une plateforme capable de combiner le flux de trafic en direct, les conditions météorologiques, les rapports de fermeture de route et les alertes d'urgence assez rapidement pour aider les villes à éloigner les gens du danger avant que la panique n'aggrave tout. Ce n'était pas un travail clinquant. Ce n'était pas le genre de choses qui tenaient dans une légende mignonne sur les réseaux sociaux, mais cela comptait. Lors d'une saison d'inondation majeure dans le Midwest, notre système a aidé les équipes de comté à rediriger les conducteurs loin des sections d'autoroutes dangereuses avant que les conditions ne deviennent mortelles. Lors d'un risque de carambolage hivernal sur une grande route inter-États, nos alertes ont aidé à réduire la congestion exactement dans les zones que les premiers intervenants essayaient de dégager. Plus le système s'améliorait, plus les agences commençaient à prêter attention. Plus les gens prêtaient attention, plus ma vie devenait un flou de cafés d'aéroport, d'appels nocturnes, de SMS sans réponse et de travail qui me suivait dans chaque pièce où j'entrais. Et pourtant, pour des raisons que j'aurais probablement dû abandonner des années plus tôt, je continuais à essayer d'en partager des fragments avec ma famille. J'appelais à la maison pour expliquer que notre programme pilote venait de s'étendre, qu'un bureau d'état des transports voulait un déploiement plus large, que notre équipe avait passé des semaines à aider les planificateurs d'urgence à tester des itinéraires avant la saison des tempêtes. Ma mère disait que cela semblait stressant et demandait si je mangeais assez. Mon père faisait un commentaire distrait sur le fait qu'il était fier de moi, puis déviait la conversation sur quelque chose que Sabrina avait posté en ligne. Ma sœur, qui vivait alors à Chicago et traitait sa vie comme une campagne de style de vie permanente, riait et disait des choses comme « Je suis sûr que c'est important, mais honnêtement, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. » Puis elle se lançait dans le récit d'un événement sur un toit-terrasse, d'un partenariat avec un hôtel, d'un photographe, d'une marque de vin, une nouvelle version d'une vie qui était belle en photo et qui semblait toujours plus intéressante pour mes parents que tout ce que j'avais passé des mois à construire. Je me souviens d'un appel en particulier après une longue semaine où j'étais assez épuisé pour être honnête. Je leur ai dit que notre système avait aidé à soutenir un déroutement d'évacuation lors de conditions de tempête sévères. Et avant même que je puisse finir d'expliquer ce qui s'était passé, ma sœur a dit « Ça a l'air tellement intense. Je ne pourrai jamais me soucier autant du trafic. » Tout le monde a ri doucement, y compris ma mère, et je suis resté là, le téléphone contre l'oreille, regardant les lumières du centre-ville de Denver, réalisant qu'il n'allait jamais me rejoindre là où je vivais réellement. Ni émotionnellement, ni intellectuellement, ni même par simple curiosité.
C'est là que quelque chose a basculé en moi pour de bon. J'ai arrêté d'appeler parce que je voulais qu'ils comprennent. Après cela, je n'appelais plus que par habitude. Au moment où mon travail a commencé à atteindre le niveau fédéral, j'avais déjà appris à ne pas trop attendre de ma famille. Cette leçon aurait dû me protéger, mais l'espoir a une manière de survivre chez les gens bien après qu'il a cessé d'avoir du sens. L'appel est arrivé un mardi matin gris, alors que j'étais au bureau en train de revoir un rapport de déploiement avec mon équipe. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une autre demande médiatique ou peut-être d'un problème de calendrier. Mais au moment où j'ai entendu la voix à l'autre bout du fil se présenter depuis Washington, tout autour de moi a semblé devenir silencieux. Elle m'a dit que j'avais été sélectionné pour recevoir la médaille nationale de la technologie et de l'innovation pour mon travail sur les systèmes de sécurité publique. Pour avoir aidé à construire une technologie qui donnait aux équipes d'urgence et aux conducteurs ordinaires de meilleures chances dans les moments où chaque seconde comptait. Pendant quelques secondes, j'ai été honnêtement incapable de parler. Je suis resté là, une main appuyée sur la table de conférence, écoutant alors qu'elle expliquait les détails de la cérémonie, le calendrier de voyage, le protocole et l'avis officiel qui serait envoyé par email. Quand j'ai enfin raccroché, mon équipe a compris à mon visage que quelque chose d'immense venait de se produire. La pièce a explosé avant même que je ne puisse prononcer un mot. Les gens m'enlaçaient, criaient, pleuraient, frappaient sur la table, me demandant si j'étais sérieuse. Et au milieu de tout ce bruit, j'ai ressenti cette étrange douleur monter dans ma poitrine parce que les premières personnes à qui je voulais le dire étaient les mêmes qui avaient passé la majeure partie de ma vie à agir comme si mon travail n'était qu'un bruit de fond. Pourtant, je me suis dit que c'était différent. Ce n'était pas un projet scolaire, une bourse ou une autre chose qu'ils pouvaient poliment ignorer en attendant que ma sœur fasse quelque chose de plus bruyant. C'était la Maison Blanche. C'était le genre d'honneur que même les gens extérieurs à mon domaine comprenaient. Alors, cet après-midi-là, après que l'email officiel fut arrivé et que je l'eus lu 3 fois juste pour m'assurer que je n'imaginais rien, j'ai ouvert le groupe de discussion familiale et j'ai tapé un message avec plus de soin que je n'aurais dû. J'ai écrit que je venais de recevoir une nouvelle qui allait changer ma vie, que j'allais être honoré à Washington, que la cérémonie aurait lieu cette semaine-là et que cela compterait beaucoup pour moi s'il venait. J'ai ajouté l'heure, la ville, et même la note précisant que l'événement serait couvert par les médias nationaux, au cas où le déplacement leur semblerait peu commode. Puis j'ai fixé l'écran et j'ai attendu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Sabrina a répondu la première, presque immédiatement, comme si elle avait sa réponse prête avant même d'avoir fini de lire. Elle a écrit qu'il n'avait pas de temps pour mon « prix stupide et sans importance ». La formulation était si tranchante et si désinvolte à la fois que, pendant une seconde, j'ai cru avoir mal lu. Puis mon père a réagi à son message avec un pouce levé. Pas d'appel, pas de question, pas de « es-tu sérieuse ?» Juste un pouce levé comme s'il approuvait un projet de dîner. Quelques secondes plus tard, ma mère a envoyé le dernier message. Elle a dit qu'ils préféraient passer la soirée ensemble à prendre un dîner de famille chaleureux. J'ai regardé les 3 réponses alignées sur mon écran et j'ai senti la dernière petite part de confusion en moi mourir. Ce n'était pas qu'ils ne comprenaient pas l'importance de la chose. C'était que la compréhension n'avait jamais été le problème. Ils n'accordaient simplement aucune valeur aux choses qui comptaient pour moi, à moins que quelqu'un d'autre ne leur dise qu'ils le devaient. Et à ce moment-là, avant les caméras, avant la médaille, avant les gros titres et les appels d'excuses et tout ce qui est venu après, j'ai vu ma famille plus clairement que je ne l'avais jamais vue de ma vie. J'ai tapé un seul mot en retour, compris. Puis j'ai verrouillé mon téléphone, je l'ai posé face contre terre sur mon bureau et je me suis remise au travail avec un calme si complet qu'il m'effrayait presque. Car quand la déception cesse de faire mal, cela signifie généralement que quelque chose en vous est déjà passé à autre chose. Washington ne me semblait pas réel au début. Même après que la voiture a passé les grilles, même après avoir passé la sécurité, même après m'être tenu dans une pièce remplie de gens dont le travail avait transformé des industries, sauvé des vies et façonné le pays de manière que la plupart des Américains ne verraient jamais totalement. Une part de moi se sentait encore comme la petite fille de l'Indiana montant un vieil ordinateur portable à l'étage parce que personne en bas ne se souciait assez de regarder. Le personnel de la Maison Blanche agissait avec ce calme poli qui rendait tout à la fois historique et étrangement efficace. Il y avait des répétitions, des notes sur le timing, des poignées de main, des photographes, des plans de table, et ce genre de formalité silencieuse qui vous fait vous tenir un peu plus droite sans même vous en rendre compte. Je portais une robe bleu marine que mon assistante m'avait pratiquement forcé à acheter parce qu'elle disait que je devais arrêter de m'habiller comme si je me rendais à une réunion de revue de données.
Je me souviens avoir lissé le tissu sur mes genoux pendant que j'attendais, en pensant que de toutes les nuits où ma famille pouvait enfin être absente, c'était bien sur celle-ci. Mon équipe était venue. Quelques responsables d'agences avec lesquels j'avais travaillé étaient là aussi. Des gens qui comprenaient réellement ce que ce moment signifiait me souriaient avec une chaleur sincère. Mais il y avait toujours un espace vide dans un coin de mon esprit là où ma famille aurait dû se trouver, non pas parce qu'ils méritaient d'être là, mais parce que certaines blessures ne cessent pas de lancer simplement parce qu'on a appris à être plus sage. Quand mon nom a enfin été appelé, tout a semblé devenir plus net d'un coup. Je me suis avancé, entendant le bruit des applaudissements autour de moi, mais c'était lointain, presque comme si j'étais sous l'eau comparé au battement de mon propre cœur. Puis le président a prononcé mon nom clairement, avec assurance, et l'a fait suivre d'une description du travail dans lequel j'avais passé des années à m'investir corps et âme. Il a parlé de l'intervention d'urgence, de la technologie qui aidait les communautés à agir plus vite quand les routes devenaient dangereuses et que les minutes pouvaient faire la différence entre la fuite et la tragédie. Il a dit, son travail a aidé à renforcer la sécurité publique dans les moments de chaos, et entendre la valeur du travail de ma vie ainsi énoncée à haute voix dans cette pièce, dans ce bâtiment, devant ces caméras, m'a fait quelque chose pour lequel je n'ai toujours pas vraiment de mots. La médaille pesait plus lourd sur mes épaules que je ne l'aurais cru, pas physiquement, mais émotionnellement. Elle semblait porter le poids de chaque réussite ignorée, de chaque nuit de solitude, de chaque petite humiliation, de chaque fois où l'on m'avait dit de 1000 manières que ce qui m'importait était trop technique, trop sérieux, trop invisible pour compter. Et pourtant, elle était là, impossible à ignorer désormais, brillant sous les lumières de la Maison Blanche. Quelque part dans l'Indiana, pendant que tout cela se passait, ma famille était à table exactement là où ils avaient dit qu'ils seraient. Ma mère avait choisi l'un de ces endroits haut de gamme qu'elle aimait parce que l'éclairage y était flatteur et que la carte des vins lui donnait l'impression d'être une femme du monde. Mon père était probablement détendu pour une fois, profitant du confort d'une table familière. Ma sœur, sans doute, parlait avec ses mains, racontant une longue histoire sur un événement à Chicago ou une campagne qui, selon elle, la ferait passer à un autre niveau, le genre de conversation pour laquelle il gardait toujours de la place, le genre de vie qu'il comprenait toujours. Puis, l'un des téléviseurs au-dessus du bar est passé à un flash d'information nationale en provenance de Washington. Une station locale de l'Indiana a repris le flux parce qu'une femme de Carmel était honorée à la Maison Blanche ce soir-là. Le présentateur m'a présenté comme une native de l'Indiana dont la technologie avait aidé à améliorer l'acheminement des secours et la réponse à la sécurité publique dans plusieurs États. Puis l'écran s'est rempli de mon visage. Je n'ai pas vu leur réaction en temps réel, bien sûr, mais j'en ai entendu parler plus tard par plus d'une source, ce qui m'a fait croire chaque détail. Sabrina s'est tue au milieu d'une phrase. Ma mère a lentement abaissé son verre de vin et a fixé la télévision comme si elle ne comprenait plus la pièce. Mon père, l'homme qui avait répondu à mon invitation par un pouce levé à la cruauté de ma sœur, n'aurait absolument rien dit. Et puis le président est apparu à côté de moi sur l'écran et a placé la médaille autour de mon cou pendant que le bandeau défilant en dessous m'identifiait par mon nom, le même nom qu'ils avaient écarté quelques heures plus tôt. La même réussite qu'ils avaient qualifiée de stupide et de dénuée de sens. Les gens dans le restaurant ont commencé à regarder de la télévision à leur table et vice-versa. Quelqu'un à proximité a reconnu mon nom de famille et a demandé s'ils étaient apparentés à moi. Une autre personne a dit qu'elle venait d'entendre que ma technologie avait aidé les agences d'urgence lors d'événements météorologiques graves et d'incidents sur l'autoroute. Un serveur s'est arrêté. Un couple à la table d'à côté s'est complètement retourné sur son siège. Il n'y avait nulle part où ma famille pouvait se cacher de la vérité de ce moment. Ils avaient choisi de manquer la plus grande soirée de ma vie, et maintenant des inconnus étaient témoins de leur choc avant même qu'ils ne puissent composer leur visage en quelque chose de moins embarrassant. Après la fin de la cérémonie, je me suis éloigné de la foule pendant quelques minutes de calme et j'ai regardé mon téléphone. Il vibrait déjà avec le début de ce que je savais arriver. Mais avant d'ouvrir quoi que ce soit, je suis allé sur la discussion de groupe familial et j'ai envoyé un seul message: merci de m'avoir laissé de l'espace ce soir. La cérémonie était magnifique. Puis j'ai joint une photo de moi debout sous les projecteurs, la médaille visible sur ma robe, et je l'ai envoyée sans un mot de plus. Je n'avais pas besoin de leur faire honte, la réalité l'avait fait pour moi plus complètement que la colère ne le pourrait jamais. Ensuite, j'ai verrouillé mon téléphone, je l'ai glissé dans mon sac et je suis entré dans la réception avec un nouveau sentiment étrange qui s'installait en moi. Ce n'était pas exactement du triomphe. Ce n'était pas une vengeance de la manière dramatique dont les gens l'imaginent.
C'était quelque chose de plus calme et de mieux que cela, c'était le sentiment de ne plus avoir besoin que les gens comprennent votre valeur après que le monde l'a déjà rendu indéniable. Au moment où je me suis réveillé le lendemain matin, mon téléphone semblait avoir survécu à une sorte de tempête électrique. Appels manqués, messages vocaux, alertes SMS, notifications de mails et messages de numéros que je n'avais pas vus depuis des années s'empilaient les uns sur les autres jusqu'à ce que mon écran ne ressemble presque plus au mien. Pendant quelques secondes de silence, je l'ai juste regardé depuis le lit d'hôtel, les rideaux à demi ouverts et la lumière du soleil de Washington traversant la pièce. Je savais exactement d'où venait la majeure partie de tout cela. Ce que je ne savais pas encore, c'était à quelle vitesse le choc s'était propagé. Notre groupe familial était passé d'un rejet froid au chaos total en une nuit. Ma mère avait envoyé une série de messages demandant pourquoi je ne leur avais pas dit que c'était si important, ce qui aurait été risible si cela n'avait pas été aussi insultant. Mon père avait écrit qu'ils étaient fiers de moi et que tout s'était passé si vite. Sabrina avait envoyé 4 messages distincts entre minuit et 3 heures du matin, chacun semblant plus désespéré que le précédent. Le premier disait qu'elle n'avait pas compris de quel genre de prix il s'agissait. Le second disait qu'elle avait été en état de choc complet au restaurant. Le troisième disait que les gens avaient commencé à reconnaître notre nom de famille immédiatement et à poser des questions. Le quatrième n'était qu'une phrase qui réussissait à paraître à la fois hystérique et apitoyée sur elle-même, « Pénélope, s'il te plaît, appelle-moi ». C'est devenu un désastre. Je suis resté assise là à lire cette ligne 2 fois parce qu'elle m'en disait plus que n'importe quelle excuse. Pas « je t'ai fait du mal ». Pas « j'ai été cruel ». Pas « je n'arrive pas à croire que j'ai manqué ta plus grande soirée ». Un désastre. Ce qui signifie que la pire partie dans son esprit n'était pas ce qu'elle m'avait fait, c'était ce qui lui arrivait parce que d'autres personnes le voyaient. Cette réalisation a rendu plus facile de poser le téléphone et de se préparer lentement. J'ai pris une douche, je me suis habillé et je suis descendu prendre un café avant de répondre à un seul message. Quelque part entre la première gorgée et la seconde, les gros titres ont commencé à me trouver. Les stations locales d'Indianapolis avaient diffusé l'histoire tout au long de leurs émissions matinales, une ingénieure locale honorée à la Maison Blanche, une femme de l'Indiana reconnue pour sa technologie de sécurité publique vitale. Des photos de moi avec la médaille étaient partout. D'anciens professeurs avaient posté à mon sujet. Des gens de Stanford avaient repartagé le clip. Des responsables des transports et des planificateurs d'urgence avec qui j'avais travaillé identifiaient l'entreprise et félicitaient mon équipe. L'histoire avait dépassé les limites de mon domaine pour devenir quelque chose de plus large, quelque chose que les gens ordinaires pouvaient comprendre. Une femme de l'Indiana avait conçu une technologie qui aidait à protéger des vies dans des moments de danger, et le président l'avait honorée pour cela. C'était assez simple pour que n'importe qui puisse le respecter. Malheureusement pour ma sœur, les gens en ligne sont très doués pour faire les liens quand l'humiliation est en jeu. Sabrina avait passé des années à construire une vie autour de la visibilité. Elle postait constamment, soignait chaque angle, partageait chaque dîner, chaque événement, chaque panier cadeau, chaque fragment poli d'une vie conçue pour que des inconnus l'envient. Mais la visibilité n'est flatteuse que lorsque le projecteur se pose là où vous le souhaitez. Dans la matinée, l'une des femmes qui se trouvait au restaurant la veille a posté un message sur le moment où ma famille m'a vu à la télévision. Elle ne les a même pas nommés au début. Elle a juste écrit qu'elle était assise près d'une table qui est devenue totalement silencieuse après avoir dénigré la récompense d'un membre de la famille, pour réaliser ensuite que ce même membre de la famille était à la Maison Blanche en train de recevoir une médaille des mains du président. Cela s'est propagé plus vite que prévu, probablement parce que les gens adorent les histoires qui punissent l'arrogance sans l'aide de la fiction. Puis quelqu'un d'autre a reconnu ma sœur grâce à son compte public. Puis une autre personne a trouvé un vieux clip de Sabrina plaisantant lors d'un panel, disant que les gens qui font de leur réussite toute leur personnalité sont épuisants et peu sûrs d'eux. Ce n'était pas directement à mon sujet, mais à côté de la couverture médiatique et de l'histoire du restaurant, c'était assez laid pour faire des dégâts. À midi, l'un de ses partenaires de marque avait annoncé une pause dans sa campagne avec elle. L'après-midi même, un événement dont elle faisait la promotion à Chicago l'a discrètement retiré de la liste des invités. Son manager a arrêté de répondre aux appels immédiatement, ce qui, dans son monde, équivalait à entendre une alarme incendie. Les commentaires sous ses dernières publications sont devenus brutaux. Certains la traitaient de superficielle. D'autres de jalouse. Certains disaient que le plus cruel n'était pas qu'elle m'ait insulté, mais qu'elle ait insulté un travail qui aidait réellement à sauver des vies. Pour une fois, Internet n'exagérait pas, il l'avait simplement vu clairement.
Mes parents ne s'en sortaient pas mieux. Des gens qu'ils connaissaient avaient déjà commencé à appeler, des amis de l'église, des voisins, des gens du cercle d'affaires de mon père, et des femmes avec qui ma mère déjeunait et essayait d'impressionner. Tous étaient soudainement pleins de questions. Pourquoi n'était-il pas à Washington? Pourquoi avait-il manqué cela? Était-il au courant? Était-il proche de moi maintenant? C'était incroyable de voir à quel point il passait rapidement de l'indifférence à la panique une fois que le monde extérieur commençait à les mesurer à l'aune de la fille qu'il n'avait pas su estimer. Vers l'heure du déjeuner, j'ai enfin répondu à l'appel de ma mère. Elle a éclaté en sanglots dans les 30 premières secondes et n'a cessé de dire qu'il n'avait aucune idée, qu'il n'aurait jamais imaginé que ce serait montré partout, et que toute l'affaire était arrivée de manière si inattendue. Je l'ai laissée parler jusqu'à ce qu'elle soit à court d'excuses et qu'elle doive faire face au silence qu'elle avait mérité. Puis je lui ai posé une question simple, quelle partie n'as-tu pas comprise? La partie où j'ai dit que c'était la plus grande soirée de ma vie, ou la partie où je vous ai demandé de venir? Elle n'avait pas de véritable réponse à cela. Mon père a pris la ligne et a essayé de paraître calme, a essayé de faire passer cela pour un malentendu et un problème de timing, mais même lui ne pouvait cacher l'embarras dans sa voix. Il a dit qu'ils étaient fiers de moi. Il a dit qu'il voulait arranger les choses. Je lui ai dit quelque chose que je n'avais jamais exprimé à voix haute auparavant, je ne suis pas fâché que vous ayez fait un choix. Je suis fâché que vous ayez fait le même choix encore et encore pendant des années, et c'est juste la première fois que d'autres personnes se trouvent là pour regarder. Il n'a pas répondu pendant plusieurs secondes. Quand il a enfin parlé, sa voix paraissait plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Puis ma sœur a appelé. J'ai failli l'ignorer, mais la curiosité l'a emporté. Sabrina pleurait si fort que j'avais du mal à la comprendre au début. Elle disait que les marques se retiraient. Elle disait que les gens la détruisaient en ligne. Elle disait qu'elle était désolée, qu'elle avait été stupide, et qu'elle n'avait aucune idée que cela prendrait une telle ampleur. Encore une fois, c'était là, pas le chagrin d'abord, mais les conséquences d'abord. Je l'ai écoutée jusqu'à ce qu'elle soit à bout de souffle, puis je lui ai dit la vérité aussi calmement que possible. Cela n'est pas devenu énorme du jour au lendemain. C'était déjà énorme. Tu as juste décidé que c'était insignifiant parce que cela comptait pour moi au lieu de compter pour toi. Elle a recommencé à pleurer plus fort après cela, le genre de pleurs que les gens ont lorsqu'ils réalisent que leurs propres mots vont les suivre plus longtemps qu'ils ne l'avaient prévu. Je ne l'ai pas réconfortée. Je ne l'ai pas attaquée non plus. J'ai juste laissé le silence s'installer jusqu'à ce qu'elle doive le ressentir. Au cours des 2 semaines suivantes, les choses ont continué à se défaire pour elle par étapes lentes et laides. Un autre partenariat a stagné. Le circuit des événements de Chicago qui l'invitait partout semblait soudain moins accueillant. Son manager lui a conseillé de se retirer des apparitions publiques jusqu'à ce que les réactions se calment. Sans le même revenu régulier, l'appartement qu'elle s'était forcée à payer est devenu impossible à justifier. Finalement, elle a abandonné le bail et est retournée vivre chez nos parents, ce qui était le genre de déchéance dont elle se serait moquée chez quelqu'un d'autre 6 mois plus tôt. Les gens ont plus tard essayé de présenter tout cela comme ma vengeance, mais ce n'était pas vrai. Je n'ai rien divulgué. Je n'ai appelé personne. Je n'en ai pas eu besoin. La punition était intégrée au moment lui-même. Elle a révélé publiquement exactement quel genre de personne elle était, et le monde a porté son propre jugement. C'était la partie qu'elle n'avait pas vue venir. Elle pensait que l'influence signifiait le contrôle. Elle pensait que l'attention pouvait toujours être gérée. Elle n'avait aucune idée de la vitesse à laquelle le projecteur pouvait tourner lorsqu'il se posait enfin sur quelque chose de réel. Et moi, la sœur qu'elle avait passé des années à traiter comme un bruit de fond, j'étais devenu la seule chose que personne dans la famille ne pouvait plus ignorer. 3 semaines après la cérémonie, Sabrina est venue me voir à Denver. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui s'était moquée de moi si facilement. Pas de tenue de créateur, pas de sourire poli, pas de confiance, juste des yeux rouges, des mains tremblantes et une voix qui se brisait chaque fois qu'elle essayait de prononcer mon nom. Elle m'a dit que tout s'était effondré. D'autres contrats de marque avaient disparu. Son agence de gestion l'avait laissé tomber. Les invitations aux événements s'étaient volatilisées. Elle avait perdu son appartement à Chicago et était revenue chez ses parents dans l'Indiana. Elle répétait sans cesse qu'elle avait tout perdu à cause d'une phrase stupide. Mais la vérité était que ce n'était jamais juste une phrase. Cette phrase n'a fait que révéler le genre de personne qu'elle choisissait de devenir depuis des années. Pour la première fois de sa vie,
les gens ont vu au-delà de l'image et ont perçu le vide en dessous. Elle a admis qu'elle s'était toujours sentie menacée par moi parce que j'avais quelque chose qu'elle ne pourrait jamais simuler, j'avais de la substance. J'avais de la discipline. J'avais construit quelque chose de réel. Je lui ai dit que j'entendais ses excuses, mais qu'être désolé après avoir tout perdu n'était pas la même chose que d'avoir du caractère. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas réconforté non plus. Je l'ai juste laissé face à la vérité qu'elle avait passé des années à éviter. 2 jours plus tard, mes parents sont venus aussi. Ma mère a pleuré avant même de s'asseoir. Mon père ressemblait à un homme qui avait enfin compris combien d'années il avait gaspillé à louer ce qui était facile et à ignorer ce qui était réel. Ils ont admis qu'ils avaient toujours choisi ce qui paraissait impressionnant à l'extérieur. Ma mère a dit qu'elle aimait ce qui était facile à célébrer. Mon père a admis qu'il m'avait ignoré parce que mon monde lui donnait le sentiment d'être ignorant, et qu'au lieu d'apprendre, il avait choisi le confort. Ils ont demandé si nous pouvions repartir à zéro. Je leur ai dit que je ne les haïssais pas, mais que je n'étais plus disposé à prétendre que le passé avait été un malentendu. Ils m'avaient montré encore et encore exactement quelle était ma place. Ce n'est pas parce qu'ils étaient prêts à m'estimer maintenant qu'ils avaient droit à un accès immédiat à la vie que j'avais construite sans eux. À peu près au même moment, j'ai accepté une offre pour devenir directrice de la technologie dans une entreprise nationale d'infrastructures et de systèmes d'urgence à Austin. C'était la plus grande opportunité de ma vie, avec une équipe plus nombreuse, une mission nationale et le genre d'avenir dont j'avais autrefois rêvé seul dans le silence. J'ai emménagé dans une nouvelle maison, et dans mon bureau, j'ai accroché 3 choses au mur, mon diplôme de Stanford, une photo de mon équipe et la médaille de la Maison Blanche. Non pas parce que j'avais besoin de preuves pour quelqu'un d'autre, mais parce que je voulais me souvenir de ce qui devient possible quand on arrête de demander aux mauvaises personnes de voir votre valeur. Quant à ma sœur, le prix qu'elle a payé a été bien plus lourd qu'un simple embarras. Internet est passé à autre chose, mais pas son secteur d'activité. Son nom était désormais rattaché au moment où elle s'était moquée d'un travail qui avait aidé à sauver des vies. Les marques sérieuses ne voulaient plus d'elle. Ses vidéos d'excuses ont échoué. Ses tentatives de changement d'image ont échoué. Même nos parents ont fini par arrêter d'essayer de financer son retour. En fin de compte, elle a pris un emploi à temps partiel dans un magasin de décoration intérieure à l'extérieur d'Indianapolis, aidant des inconnus à meubler des maisons tout en vivant de nouveau dans la chambre qu'elle pensait avoir quittée des années auparavant. C'était la véritable punition, pas seulement perdre de l'argent ou un statut, mais perdre l'illusion sur laquelle elle avait construit toute son identité. En fin de compte, ma vengeance n'a jamais été de la détruire, c'était de refuser de rester petite pour qu'elle puisse continuer à se sentir grande. Si mon histoire signifie quelque chose, c'est ceci, les personnes les plus proches de vous peuvent vous négliger, vous écarter et ne pas vous comprendre pendant des années. Mais leur aveuglement ne définit pas votre valeur. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de continuer à construire, à vous élever et à avancer jusqu'à ce que la vérité de qui vous êtes devienne trop indéniable pour que quiconque puisse l'ignorer. Et quand ce jour arrive, ne le gaspillez pas à mendier un amour tardif auprès de personnes qui ne vous ont remarqué qu'après les applaudissements. Choisissez votre avenir, protégez votre paix, et ne laissez plus jamais quelqu'un d'autre décider de ce que vous valez.